Bon, dans la ferme chez Shakir, j'ai essayé de trouver un endroit où le terrain n'a pas été trop perturbé par les travaux de la ferme. Et on voit ici ce qu'on pourrait appeler un sol qui n'est pas très naturel, mais enfin bon, ça exprime quand même ce que c'est qu'un sol. C'est une formation de surface qu'on pourrait dire à la jonction entre deux mondes totalement différents. Il y a le monde minéral d'une part et puis le monde vivant au-dessus. Alors le monde minéral, c'est la roche à l'origine qui s'altère et qui va donner un matériau de plus en plus meuble. On peut parler de la roche géologique à l'origine qui, par le jeu de l'érosion et de l'altération, donne un matériau plus meuble qu'on appelle roche pédologique et dans laquelle va se développer le sol par l'action d'une végétation de surface qui va se décomposer et qui va laisser en se décomposant un matériau qu'on appelle humus en gros, mais qui est quand même assez complexe. C'est pas simple un humus, il y a beaucoup de choses différentes dedans. Et cette partie organique qui se décompose en humus, à la rencontre du monde minéral, si on veut, va évoluer pour fabriquer en quelque sorte ce qu'on peut appeler un sol. Alors, c'est quelque chose de très dynamique. Dans un sol, il y a des mouvements, il y a des migrations d'éléments qui, par le jeu de l'eau et certaines molécules organiques, vont migrer en profondeur et font aller coloniser, si on veut, des zones différentes en profondeur, qu'on appelle des horizons, qu'on peut voir sur un sol. Quand on coupe une tranche dans un sol, on peut observer différents horizons et l'ensemble, ça forme un profil. Alors ici, on a un profil tout à fait particulier, typique de cet endroit. Et sur ce profil, on peut voir en surface des horizons plus organiques qui proviennent directement de la décomposition des matières végétales. Et en profondeur, tout en bas, alors c'est la partie strictement minérale qui était là avant la constitution du sol en lui-même. Voilà, en gros. Maintenant, ce qui est important à voir dans un sol, c'est toute cette partie vivante, dynamique, qui est extrêmement importante pour que le sol ait un maximum de dynamisme. En surface, on a la végétation qui est des graminées. En dessous, on voit un horizon relativement sombre qui correspond à la partie organique, les horizons organiques de surface. Et en dessous, on voit un matériau relativement meuble dans lequel se développent les petites racines. Voilà. Et plus on descend en profondeur, bon, moins on a de racines et plus on arrive dans ce qu'on appelle la roche-mère, hein, qui est pédologique, et puis la roche-mère géologique encore plus en profondeur. Ici, on ne voit pas trop de vie animale. On pourrait voir des vers de terre, mais dans cette partie-ci, qui est une partie relativement pauvre, minérale, on ne voit pas de jeu de vers de terre. C'est peut-être un peu dommage parce que ce sont des agents de minéralisation de la matière organique de choix, mais ça ne veut pas dire que la matière organique ne va pas se décomposer. Il n'y a pas que des vers de terre qui contribuent à la minéralisation. Donc oui, Colette, tu me demandais si l'épaisseur des couches était toujours la même. Non, d'un sol à l'autre, les couches peuvent être extrêmement variables en fonction de la température, de la latitude, du climat, de degré d'hygrométrie, de très nombreux facteurs, aussi de la roche de constitution à l'origine et de la quantité de matière organique qui peut retomber suite à la décomposition des feuilles mortes, des branchages, etc. Donc on a une classification des sols qui était définie par différents organismes, que ce soit la FAO, que ce soit la classification des sols de France ou bien américaine.
mais qui définissent toujours à peu près les mêmes sols, sous des appellations légèrement différentes, mais décrivent les mêmes phénomènes. Alors il y a des sols à peu près dans toutes les régions du monde qui, comment dirais-je, qui ont certaines caractéristiques, quoi, en fonction des facteurs de pédogénèse, quoi. Et je répète encore la température locale, la pluviosité, l'hygrométrie, voilà, ce sont en gros les facteurs. Mais donc on obtient une évolution des sols différentes et on peut avoir des épaisseurs de couches et des couleurs de couches très très variées, quoi. Alors, écoute Colette, puisque tu es là, si tu as des questions, je veux bien y répondre. Qu'est-ce qui fait qu'un sol est plus ou moins fertile? D'accord? C'est une bonne question. La fertilité du sol est directement liée à la partie organique du sol. Mais il faut savoir aussi, il y a deux facteurs primordiaux, c'est à la fois l'eau qu'elle contient et l'air qu'elle contient. Les racines des plantes ont besoin d'oxygène pour en vivre et c'est extrêmement important que le sol soit bien aéré. Deuxièmement, sans eau, toute vie est illusoire, ça c'est un fait, donc il faut également que le milieu contienne de l'eau. Si on a ces deux facteurs, on a la plus grosse chance de voir se développer une végétation abondante. Et dans cette végétation, il y a toute une faune, une flore, une microfaune, une flore qui va se développer et qui vont produire justement ces espèces d'argile, ces complexes argilo-humiques qui se forment à l'interaction entre le monde vivant et le monde minéral. Ce sont ces complexes argilo-humiques en quelque sorte qui vont exprimer au mieux la biodynamique d'un sol, quoi, et sa richesse. Voilà. Tu parles de sol dynamique plutôt que de sol vivant. Ben, là où il y a de la vie, il y a du dynamisme, je dirais, c'est un petit peu un pléonasme. Tout ce qui est vivant est dynamique. Et il n'y a que les minéraux qui sont inertes. Et les vagues à la mer. Donc c'est très important d'avoir un sol qui fonctionne bien, parce que c'est dans ce milieu dynamique, encore une fois, où les échanges se font au maximum, que vont pouvoir se développer au mieux, à l'optimum physiologique, toutes les plantes. Donc quand on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, comment est-ce qu'on peut faire une sorte de diagnostic du sol et un pronostic des cultures qu'on va avoir dessus? Il y a plusieurs facteurs à prendre en jeu. D'abord, il y a la texture qui peut nous donner une indication de la teneur qu'on pourra obtenir en eau et en air du sol. Et deuxièmement, il y a la structure qui est au moins plus importante que la texture en elle-même. Alors la texture, c'est en fait classer les grains du sol en différentes tailles, par leur taille, ce qu'on appelle la granulométrie. On peut faire une analyse granulométrique d'un sol, c'est une des premières choses qu'on fait en général. Et cette analyse granulométrique se fait en laboratoire en général, mais on peut déjà en avoir une idée vague, rien qu'au toucher, par l'observation directe sur le terrain. Alors, ces différentes classes granulométriques, on les connaît, c'est le sable, ce qui sont les éléments les plus grossiers. Après, on a les limons, qui ont une classe granulométrique entre 50 microns et 2 microns. Et tout ce qui est inférieur à 2 microns, là, c'est le monde des argiles. Et on peut apprécier par le toucher, et on va essayer de faire ça tout à l'heure, des petits tests faciles à faire que l'on peut pratiquer sur le terrain. Pour apprécier la teneur en argile, par exemple. Et on peut faire le test de la bouteille, comme on l'a fait au cours des stages ici.
C'est très facile à faire, mais il faut 24 heures pour le faire en gros. Mais on a directement une idée de la teneur en différentes classes granulométriques du sol. Après, on arrive dans le monde de la structure. Et la structure, c'est l'agencement de toutes ces particules qui ont été déterminées par la granulométrie. Et la structure, c'est surtout elle qui va donner la porosité et la teneur maximum qu'un sol peut contenir en eau et en air. Et la structure, c'est aussi ce qui va donner le milieu propice au développement des racines des plantes et de la vie du sol en lui-même. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que plus on a de matière organique et plus on a de vie dans le sol, et plus on a de vie dans le sol et plus on a une structure adaptée, c'est ça? J'ai bien compris? Tout à fait, c'est un enchaînement. Disons que en termes de permaculture, on appelle ça la résilience. C'est-à-dire que le sol, qui est le milieu de développement des plantes essentiellement, peut permettre aux plantes de survivre à des conditions extrêmes de conditions, avec des facteurs extérieurs très critiques, comme des sécheresses ou des inondations. Et c'est l'ensemble de ces facteurs du milieu qui vont permettre aux plantes de résister. Et c'est très important de connaître l'état biologique, si on peut dire, d'un sol pour connaître sa richesse et sa fertilité pour les plantes qu'on veut faire pousser, quoi. En agriculture, par excellence, on cherche à avoir un maximum de fertilité, bien entendu. Sur le mécanisme de la pédogénèse du sol, c'est l'eau qui percole en profondeur dans le sol, bien sûr, et qui va entraîner avec elle des composés organiques, une partie des acides humiques, fulviques, et ceux-là même ont une certaine agressivité sur le milieu et vont entraîner avec eux des minéraux organiques, les argiles, des sexioxydes de fer, d'alumine, qui vont par la suite se déposer plus en profondeur et former les horizons. Alors tout se passe très bien quand on a un climat tempéré normal et avec des pluviosités relativement abondantes. Mais en zone désertique, où l'évapotranspiration est très forte, il se passe l'effet inverse, c'est qu'à ce moment-là, c'est l'eau qui s'évapore et entraîne vers la surface des éléments dissous. Et les principaux, les plus solubles, en fait, c'est le sel, c'est le chlorure de sodium. Et celui-là, on n'en veut pas. C'est un très bon c'est un très bon herbicide idéal pour la végétation. Donc on essaye toujours d'éviter ces phénomènes de remontée d'eau en surface des sols. Et la meilleure façon, c'est d'irriguer. C'est d'irriguer et de garder toujours le milieu légèrement humide pour empêcher l'évapotranspiration de se faire, ou du moins la ralentir fortement. C'est pour ça, quand on irrigue un sol en agriculture, on essaie toujours dans les régions à tendance défavorisée au niveau pluviosité, on essaie toujours d'augmenter les fréquences d'arrosage, quitte à diminuer les doses à chaque arrosage. Alors, l'évapotranspiration, c'est la quantité totale de l'eau qui retourne dans l'atmosphère. Et il y a une partie qui s'évapore par le côté minéral, si je peux dire, et une partie aussi qui est transpirée par la végétation. Donc, évapotranspiration. C'est l'ensemble de l'eau sous un couvert végétal donné qui retourne à l'atmosphère. Comment on peut jouer sur l'évapotranspiration avec le travail du sol? Eh bien, on va essayer de limiter, de casser les petits pores capillaires qui vont jouer comme des espèces de paille qui sucent l'eau vers l'extérieur par un travail du sol. Disons qu'il faut régulièrement gratter le sol et le rendre meuble également. Et augmenter au maximum la structure du sol. Quand un sol est bien structuré, il garde son eau et il est en quelque sorte une éponge
et qui empêche justement cette évapotranspiration galopante qu'on peut trouver dans des régions sèches sous nos latitudes ici, quoi. Et tu nous disais tout à l'heure qu'on peut tester. Oui, alors effectivement. Alors, mais on va pas tester la structure, on va tester la texture. Et je vais peut-être essayer de faire un petit test avec. Donc ça c'est l'ensemble de la terre qui a été retirée du petit profil. Alors je vais essayer d'enlever quand même les débris végétaux. Alors je vais le mouiller. Il y avait de l'eau là. Merci. Voilà. Et on va essayer de faire. C'est un peu trop mouillé, alors je vais rajouter du sec. Essayer de faire une boulette, déjà, une boule. Une boule que je vais rouler entre les mains. Voilà. Bon, déjà, j'arrive à faire une boule. C'est déjà pas mal. Parce qu'un sable pur, avec un sable pur, on ne peut pas faire de boule. Ça veut dire que j'ai un matériau qui est déjà relativement limoneux. Sans aller plus loin. Alors après, j'ai fait une boule, je vais essayer de faire un boudin. On peut faire ça sur une plaque de marbre, c'est encore mieux, mais voilà. Alors, il se forme. Ça veut dire que mon sol n'est déjà pas trop sableux. Voilà, je vais enlever une partie parce que c'est trop grand. Je vais essayer d'avoir un boudin qui fait de l'ordre de 3 mm de diamètre. Voilà. Et alors je regarde s'il y a des fentes ou des cassures. Voilà. Un sol argileux pur, disons qui contient minimum 50% d'argile. On arrive à faire un anneau comme ça très fin. Et ici j'arrive pas, il s'est cassé à plusieurs endroits. Donc ça veut dire que je suis sûr que j'ai moins de 50% d'argile. C'est énorme, hein, 50% d'argile. Voilà, mon boudin il est assez grossier. Donc je pourrais estimer que j'ai autour de 20-25% d'argile. Et beaucoup de limon. C'est une terre qui, granulométriquement parlant, est très bonne, hein. Maintenant, au niveau de sa valeur chimique, ça c'est autre chose. Il faut faire une analyse de sol pour voir exactement ce qu'elle a dans le ventre. Mais on a déjà, au niveau de la texture, quelque chose de pas mal du tout. Et c'est avec cette texture qu'on va former la structure, que la vie, si on veut dire, la décomposition de la matière organique et le jeu des acides humiques, en gros, vont réussir à former une bonne structure avec la partie minérale. Alors la teneur en argile, ça donne en gros la richesse nutritive, les argiles étant le réservoir alimentaire des plantes, par excellence. Donc c'est toujours bien d'avoir un sol argileux au niveau des réserves nutritives. Si on a un sol sableux, il est facile à travailler, on pourra faire des pommes de terre sans problème, surtout au niveau de la récolte, mais on va peut-être manquer d'éléments nutritifs. Donc il faudra compenser par de la matière organique. En agroécologie, en permaculture, on n'a pas le droit de mettre autre chose. Dans une classique, on va mettre des engrais, toute une flopée d'engrais dont on dispose, quoi. Là, c'est un choix à faire, hein. Les limons servent à quoi? Les limons, bah, ils servent, disons, le milieu, ce n'est qu'un substrat, quoi. Ce n'est qu'un support, en quelque sorte, qui est important parce que le sol a deux rôles pour les plantes. D'abord, c'est
son support de développement et deuxièmement, c'est son réservoir alimentaire. Le limon n'est pas, à proprement parler, le réservoir alimentaire des plantes, c'est plutôt les argiles. Il a sa raison d'être, mais il ne contient pas, au niveau des échanges chimiques qui se passent dans le sol entre les racines et les minéraux qui vont nourrir les racines, les argiles sont beaucoup plus intéressantes en matière nutritive que les limons et alors encore moins derrière le sable, quoi. C'est la particularité des argiles, c'est que les argiles se comportent comme des réservoirs, si on peut. C'est un monde alumino-silicaté constitué de feuillets différents, superposés. Et il y a des argiles qui sont plus intéressantes que d'autres, ce sont les argiles gonflantes. Alors quand l'argile gonfle, elle peut incorporer entre ses feuillets des éléments nutritifs comme le calcium, potassium, magnésium, etc. Et même, comme ce sont des matériaux qui ne sont pas électriquement neutres, qui contiennent des charges électriques, elles peuvent absorber ou adsorber, suivant le cas, des éléments nutritifs dont vont se nourrir les plantes par échange par la suite. Alors je dis absorber parce que adsorber c'est en surface et absorber c'est entre les feuillets d'argile. En gros, c'est comme ça que fonctionne la nutrition des plantes, généralement par le biais des argiles. Et c'est toujours une question d'échange, de dynamisme. Les racines des plantes vont se nourrir par échange. Elles vont libérer ou donner, si on veut, des ions hydrogène et en contrepartie, elles vont absorber à l'intérieur de leurs molécules, par l'intermédiaire des poils adsorbants des racines, vont pomper en échange les éléments nutritifs. Ce sont des ions, c'est au stade ionique, calcium, magnésium, potassium. Donc c'est une question d'échange. Alors le test de la bouteille. Bon, ça fera un joli petit entonnoir. Bon, on va mettre du sol. On va essayer de prendre une tranche de gâteau représentative des différents horizons. Voilà. Voilà, ça suffira. Et puis, on va mettre de l'eau. Voilà. Après, on agite pour l'agitateur. Voilà, c'est bon ça. Voilà. Bon, c'est pour montrer le principe parce qu'en réalité on doit agiter mieux que ça. Et puis on va laisser reposer 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? Parce que les argiles qui ont la classe granulométrique la plus fine, la plus petite, restent très longtemps en suspension. Tout ce qui est inférieur à 2 microns met beaucoup de temps avant de se déposer. Les éléments les plus grossiers vont tomber au fond directement, c'est le sable. Intermédiairement, on va avoir les limons et en surface vont rester les argiles.
Et si on n'attend pas 24 heures, ben, ils seront toujours en suspension. Et il y en a qui sont tellement petits qu'ils ne se déposent jamais. Voilà, donc on va laisser faire le temps. Et demain matin, on verra les différents horizons superposés. Enfin, c'est pas des horizons, hein. Les horizons, on parle d'horizons dans un profil, mais ici, c'est une séparation des classes granulométriques. Voilà.